Monsieur le conseiller fédéral, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en charge de l'économie dans une période compliquée, on va parler de ça, le franc fort, l'année électorale évidemment, vous, votre portrait. Un mot d'abord sur le climat général, 15 janvier, abolition du taux plancher, ça a changé, l'ambiance quand même a changé complètement. L'ambiance a changé relativement fortement. On a dès le 15 janvier un défi en plus parce que le taux plancher, qui était une certaine garantie pour les PME, tout d'abord, n'existe plus. Mais on a gardé l'enthousiasme, on a gardé le positivisme et on prend le défi. Vous dites le choc est relativement moins grave que ce que certains prédisaient. Il y a un chiffre important, c'est le nombre de personnes au chômage partiel. Quel est-il? À la fin du mois de février, nous étions à presque 10 000 personnes dans 500 entreprises. C'était plus ou moins le double comparé au 15 janvier de cette année. Et comparé avec la période similaire en 2011, c'était beaucoup plus modeste. Donc le premier choc du franc fort 2011 a eu beaucoup plus d'effet que le choc actuel, c'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que je dis. Le choc en 2011 était dans une certaine phase beaucoup plus sévère comparé à ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant dans cette période. Combien de fois vous dites? 7 fois, 9 fois, c'est vraiment une grande différence. 7 fois plus sévère en juillet, août 2011 comparé à la période de janvier-février de cette année. En matière de chômage partiel? En matière de chômage partiel. Vous racontez de manière saisissante le moment quand Thomas Jordan de la BNS vous appelle. Vous dites, vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de liste. Il s'est dit, voilà, je dois appeler les conseillers fédéraux. Et puis, il y a le moment, Schneiderman, il vous appelle. Il vous dit quoi? Il m'a dit, bonjour, j'en ai une message très importante. Excuse-moi que je viens tellement tard. On a décidé de lever le taux plancher. On va le communiquer dans une demi-heure. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui ai répondu, merci de cette information. Je la prends et je te souhaite bonne chance. Et qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? J'ai pensé à ce moment-là, c'était toujours absolument clair qu'on ne peut pas avoir ce taux plancher pour toujours. J'ai pensé à ce moment-là qu'on aurait eu une certaine légitimation comme conseiller fédéral de le savoir plus tôt, informé un peu plus tôt. Il y a quand même des phénomènes impressionnants. Les taux négatifs, ça touche beaucoup les gens. Vous savez que certains Suisses se disent dans ces conditions, je retire mon argent en liquide, en cash, je le mets dans un coffre. Qu'est-ce que vous leur dites? La Banque nationale suisse essaye avec ce taux négatif de influencer la valeur du franc. C'est une décision de notre Banque nationale et le marché autour fonctionne comme des marchés libres. Si on a de recettes, si on a la persuasion d'être plus en faveur avec Vous me disiez, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir, oui. Maintenant, on devrait investir. Ça veut dire quoi, pardon? Ceux qui ont de l'argent doivent acheter des actions, par exemple? C'est à eux de décider, mais on a une certaine chance de réaliser une croissance, pas seulement en Suisse, mais aussi en Europe. Les industries allemandes, à cause du faible euro, sont en forte progression, c'est bon. La conjoncture dans le Far East, la Chine, tout d'abord, l'Extrême-Orient, et même les États-Unis, ça marche assez bien. Autrement dit, il y en a une onde positive si on a le courage d'investir maintenant. C'est le bon moment. On peut probablement peut-être profiter dans le futur.
Vous faisiez l'ouverture de Baselworld. On sent une sorte d'oscillation dans le monde de l'horlogerie. Certains sont inquiets, d'autres toujours euphoriques. Le vieux rêve de mettre une montre suisse au poignet de chaque Chinois, ça reste possible d'après vous? Ça doit rester possible, oui. Nous sommes le principal producteur des montres. Et le marché chinois connaît une classe moyenne qui est capable d'acheter. Et pourquoi pas dire, nous attaquons ce marché, nous essayons de les persuader, soit en Chine ou soit quand ils arrivent de chez nous comme touristes. Ça fait rêver, hein? C'est combien de centaines de millions de poignées? Disons 200 millions pour commencer. Mais il y a la montre connectée, il y a une vraie inquiétude quand même dans l'horlogerie en Suisse. C'est un risque pour la Suisse? J'ai essayé de bien comprendre l'industrie, et c'est l'industrie qui peut le juger. Il me semble qu'ils ne sont pas tellement nerveux, ils ont un certain respect. Et écoutez, si l'innovation nous bouge tout le monde d'une direction positive... Vous achèteriez une montre connectée? Non, je n'ai pas acheté une montre connectée. Je reste avec mon montre que je porte depuis toujours. Monsieur le conseiller fédéral, 2015, année électorale à l'intérieur, on va en reparler. À l'extérieur, l'Europe, ça reste le grand problème ou la grande affaire de la Suisse. D'abord, l'après 9 février, on sent beaucoup de gens qui, d'une manière ou d'une autre, pensent que les Suisses pourraient changer d'avis, au fond. Revoter une fois, changer d'avis. Est-ce que vous croyez ça, qu'aujourd'hui les Suisses, s'ils revotaient sur l'immigration de masse, se diraient peut-être qu'il faudrait voter autrement? Les Suisses ont voté tout en connaissance de cause. Et après les quelques mois, 1 an et demi plus tard, je n'oserais pas demander la même question. Ce qu'on a réalisé entre-temps, c'est que les circonstances sont devenues un peu plus délicates. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas trouver de solution avec l'Union d'une manière très simple. Pardon, ça veut dire que quand Mme Widmer-Schlumpf dit « on revotera sur le même sujet », elle se trompe? Je ne commente pas la position de ma collègue, mais je dirais jusqu'au février 2017, il nous faut des solutions. Il nous faut une solution soit par votation ou bien soit par négociation. On joue sur les mots. Est-ce qu'on votera sur le même objet, sur un objet qui ressemble, un paquet de bilatérales? Sur les bilatérales, d'une manière ou d'une autre, on revotera? On revotera sur différents aspects. On connaît la démocratie avec son référendum, et ça signifie qu'on peut voter sur chaque aspect. Et pour cette raison, je n'ai pas de risque de dire on va voter sur n'importe quel dossier concernant notre relation avec l'Union. Si on regarde encore plus loin, c'est la question malgré toute notre génération, est-ce qu'un jour la Suisse peut adhérer à l'Union européenne? Qu'est-ce que vous dites à ça? J'en ai une opinion très personnelle. Depuis de longues années, nous maîtrisons notre pays tellement bien. L'Union est un peu trop centralisée. Il me manquerait le fédéralisme comme participant dans cette union. Et pour cette raison, je pense que nous, les Suisses, que nous contribuons le mieux en restant nous-mêmes, en défendant notre souveraineté et en demandant l'Union et les pays de l'Union de nous... C'est à eux de changer, c'est ça que vous dites? Non, je ne dis pas qu'ils doivent changer eux-mêmes, mais je dis il y a une certaine compétition. Et avec cette compétition, on peut les soutenir le mieux quand ils acceptent.
le challenge. Sur l'échelle des pros et des anti-européens, entre 1 et 10, allez, 1 pro-européen, 10 anti-européens, vous vous mettez où? Je suis personnellement, tout d'abord naturellement un Bernois, deuxièmement un Suisse, troisièmement un Européen. Nous sommes des Européens, mais nous sommes des Européens avec une recette très particulière, avec une souveraineté depuis des centaines d'années. Et nous contribuons à ce continent de notre façon. Monsieur le conseiller fédéral, un point d'actualité, c'est l'affaire Tamoil, qui touche évidemment les Suisses romands, mais pas seulement. Vous avez rencontré les propriétaires. Alors, c'est une négociation, vous ne pouvez pas donner tous les détails en cours, mais quand même, d'abord, l'esprit de la négociation, l'espoir qu'il y ait un repreneur en partie suisse, il existe? Écoutez, je confirme que j'ai rencontré le chef de Tamoil. On a fixé de ne pas parler publiquement de ce qu'on a abordé. Personnellement, j'en ai un intérêt de bien comprendre ce qui se développe dans ce pays, soit à Prangin, soit à Genève, Geneva Biotech Center, soit maintenant à Colombey, ou soit à Crissier, ou soit n'importe où. Vous me disiez, pardon, que vous pouvez vivre avec un repreneur étranger, ça fonctionnera aussi, pour être franc. Je peux vivre avec tout ce qui est aspect industriel long terme. C'est ça. Ce qui assurera la survie, en tout cas des stations? Ce qui assurera les stations, ce qui assurera la raffinerie dans une certaine dimension et qui garderait les places de travail. La survie de la raffinerie, c'est encore possible? Je ne peux pas le juger, je ne connais pas la branche assez bien. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est prêt à discuter toutes sortes de concepts et j'essaye de me offrir comme quelque chose comme un catalyseur. 2015, année électorale, c'est un stress quand même pour un... Non, ce n'est pas de stress. Pourquoi? Tout conseiller fédéral se dit, est-ce que je serai réélu? Tous conseillers fédéraux sont en train de travailler. On se focus sur les dossiers. Ça, c'est de la langue de bois. Monsieur le conseiller fédéral, le matin, tout conseiller fédéral se dit, tiens, comment ce sera là? Est-ce que je serai réélu à la fin de l'année, franchement? Non, personnellement, je ne pense pas tous les jours à cette perspective. Naturellement, on aime son job, on aime la contribution qu'on peut servir à son pays. Moi aussi. Et j'attends maintenant la décision du peuple concernant les partis. Et si on suit... Il y a, une limite pour que le PLR, votre parti, conserve ses 2 sièges au Conseil fédéral. Il y a un score minimum, d'après vous, du PLR? Non, pour moi, il y a la règle de la concordance. Les 3 premiers, les 3 les plus forts avec 2 sièges et le 4e avec 1 siège. Et je respecte cette règle à tous les niveaux. C'est égal où on a 1% ou 2% de plus ou de moins. La situation relative aux autres est importante. Vous êtes un homme de l'économie, on va en reparler dans un instant. Tout en vous est lié à l'économie, mais est-ce que vous pourriez changer de département le jour où ce sera en question? Ce n'est pas la question, pour le moment au moins. Et un jour, je me dirais, tu aimes l'économie, tu viens de l'économie, tu peux t'arriver avec tes expériences dans l'économie et le monde réel. Pourquoi pas continuer? De l'autre côté, j'aime tout ce qui est l'énergie, j'aime tout ce qui est infrastructure. J'étais un ancien colonel, je pouvais même... Mais je croyais entendre, oui, Louvec, du côté des infrastructures, par exemple. Non. Pour le moment, j'en ai mon devoir, j'en ai mes persuasions concernant le département de l'économie. Il nous faut défendre le marché de travail d'une manière libre
libérale, pour encore inviter les investisseurs de réaliser les investissements de chez nous. Les derniers mois ont été agités pour vous. Quand on sonde un peu les parlementaires, il y a ceux qui disent vous êtes solide, il y a tout un bloc notamment de droite qui est très attaché à vous, et il y a ceux qui disent il n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû, c'est le maillon faible, ou un maillon faible du Conseil fédéral. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dois prendre cette critique, je me focalise sur mes tâches. L'affaire de l'optimisation fiscale de votre ancien groupe, le groupe Aman, optimisation fiscale à Jersey au Luxembourg, elle a pesé sur votre image. Même ceux qui disent c'était légal disent quand même c'était pas très élégant, c'était une faute, c'était une erreur. Non, je dirais que c'était pas de faute, pas d'erreur. On a optimisé les moyens pour rassurer le groupe, pour donner le groupe une chance de grandir, tout d'abord à l'extérieur de nos frontières aussi. Nous étions toujours totalement transparents. Les autorités bernoises ont toujours su quelle était la fortune de la famille et de l'entreprise Aman, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais pardon, quand on est une famille riche, qu'on est politicien, est-ce que c'est pas un peu inélégant, un peu rapace? On dit un peu oncle Picsou, je crois que c'est oncle Dagobert en allemand, de vouloir comme ça encore gagner de l'argent, c'était pas très élégant. Non, c'était comme patron d'une entreprise, vous êtes demandé de rassurer vos affaires, de rassurer vos places de travail. J'ai fait que ça. Ça a rappelé à ceux qui l'ignoraient que vous êtes un homme fortuné. Dans l'histoire des conseillers fédéraux, vous êtes sans doute un des plus riches. Il y a M. Blocher qui est beaucoup plus riche que vous, mais vous êtes très très riche. Ça pèse, ça. Je veux dire, ça fait partie de votre... Vous l'assumez ou bien parfois c'est lourd à porter? Je suis riche. En politique? Je suis riche d'expérience, je suis riche de conscience. Et de quelques centaines de millions aussi. Et de quelques centaines de millions aussi. Mais ces millions étaient toujours la base et l'assurance privée pour les affaires industrielles. On n'a rien fait avec les moyens que de sauvegarder nos activités industrielles. Monsieur le conseiller fédéral, le groupe Schneider-Aman, votre expérience très ancienne, souvent on a dit, vous n'êtes pas tout à fait conseiller fédéral, vous êtes resté un peu entrepreneur. Et je crois entendre que vous revendiquez toujours ça. Le fait d'être entrepreneur, ça reste important pour vous? Oui, je suis un fier ancien entrepreneur avec une âme entrepreneurielle. Et s'il y en a une âme entrepreneurielle dans le collège du Conseil fédéral, ça n'est pas vraiment un désavantage. Ouais. J'essaye d'arriver dans la politique tous les jours avec une expérience de réalité, en disant, écoutez, si on veut défendre les places de travail, il nous faut réduire les coûts. Vous avez dirigé, il nous faut réduire la bureaucratie. Au plus fort de votre carrière, vous avez dirigé dans le groupe Aman combien de personnes? Au moment quand j'ai quitté le groupe, on était à presque 6000 personnes. Quand il y a des politiciens, des conseillers fédéraux qui ont dirigé parfois une secrétaire ou deux secrétaires, ça change? Je ne sais pas. L'expérience, c'est une expérience totalement différente. Avoir dirigé une société internationale de la Suisse jusqu'à Shanghai, vous arrivez avec une expérience multiculti. Et c'est peut-être la différence. On a une certaine faiblesse pour les autres cultures. Est-ce qu'il y a en même temps la fierté de l'État, la fierté d'être conseiller fédéral? C'est quelque chose. Il y a le moment où vous vous dites là c'est l'État. À quel moment vous avez ressenti ça? Je ressentis presque tous les jours mon privilège d'être membre du Conseil fédéral. Et j'en ai été toujours
totalement persuadé qu'on est privilégié de vivre dans ce pays. J'ai fait le tour autour du monde. J'ai vu la pauvreté. Et chaque fois quand je suis revenu sur Zurich, je me suis dit, privilégié, ça vaut la peine de t'engager totalement, ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Quelques mots sur votre parcours, Jan Schneiderman. Vous rappeliez tout à l'heure, Bernois, Affoltern en Emmental. Ça, c'est le paradis pour vous. Hein? Oui, c'était le paradis. Si vous vous trouvez au point juste dans la région de Affoltern, vous voyez les montagnes du Glernich au Mont Blanc. Et c'était ma jeunesse. Et je me suis dit à l'époque, tu les fais tous, de gauche à droite, oui, pas politiquement. Alpiniste, hein, être guide de montagne, c'était le rêve, quoi. Oui, mon rêve comme gamin était de devenir un guide de montagne et combiné avec la profession d'un charpentier qui construit des chalets. Et malheureusement, mon papa m'a dit, tu deviens mon successeur comme vétérinaire. Ça, c'est votre côté très suisse. Hein. Alors, l'apprentissage, par exemple, vous avez fait l'éloge de l'apprentissage. Pour vous, c'est vraiment une valeur fondamentale. Hein. Oui, c'est une valeur fondamentale. Et nous faisons la comparaison avec nos voisins. Et nous constatons qu'à cause de notre système, presque chacune et chacun trouve une possibilité pour entrer dans une éducation professionnelle, une formation professionnelle avec une certaine perspective de vraiment recevoir une possibilité de gagner sa vie. Suisse complet, alors, les montagnes, Affoltern, la première vocation d'alpiniste, vous avez appris à traire, évidemment, les vaches, chez votre oncle paysan. Vous le savez encore, oui, j'ai appris ça avec quelques problèmes, mais on a eu la chance de vraiment traire. C'est comment le geste pour bien traire? Vous vous souvenez? Oui, oui. La suite de l'histoire, elle est connue. Un mariage avec une femme qui évidemment a beaucoup compté dans votre vie, héritière de ce groupe. Vous avez pris le nom, hein, ça c'est assez inhabituel, le nom de votre épouse, Schneider. Aman, alors c'est presque du féminisme avant l'heure, mais ce n'était pas le sens. C'était, vous vous êtes approprié le groupe? J'en ai toujours compris moi-même comme quelqu'un qui n'a pas cherché la richesse. J'ai aimé mon épouse et j'aime mon épouse encore. Et j'ai toujours fait la distinction entre les fortunes d'un côté et le job quotidien que j'ai assumé. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est diriger un groupe de 5000 et quelques personnes, ou c'est ce que vous faites maintenant? Honnêtement, c'est un peu plus facile de diriger un groupe industriel parce que vous discutez dans le conseil d'administration, vous discutez avec le management, vous cherchez des scénarios, vous cherchez des options, mais un jour, un moment, vous pouvez décider et ça va se développer d'après votre décision. Dans la politique, c'est un peu plus compliqué. Ce sont les partis, ce sont les groupes, ce sont les 7 conseillers fédéraux. Il nous faut investir d'énergie pour créer le compromis. Et ça, c'est fascinant, ça aussi. Un mot sur la Suisse romande. Cette émission est enregistrée à la Tour de la Télévision. On est au 16e étage. Il y a la vue là, en l'occurrence sur Genève, mais évidemment, on voit beaucoup plus loin. Vous dites très franchement, les langues, ce n'était pas votre fort. Hein. Vous avez fait des grands progrès en français, mais à l'origine, ce n'était pas votre fort. Non, je suis orienté vers tout ce qui est la mathématique, la physique, la biologie, la chimie.
Et pendant mes années d'école jusqu'à la maturité, j'ai vraiment fait ce qui était à faire, le minimum dans tout ce qui était le français, l'anglais, et un tout petit peu l'italien. Mais il y a le professeur de français, je crois le vôtre, hein, qui vous appelle régulièrement. Il est un frère ami et il m'appelle pour contrôler si je serais encore capable de parler quelques paroles en français avec lui. Il écoutera l'émission, il sera fier de vous. J'espère que la qualification après sera plus ou moins acceptable. Monsieur le conseiller fédéral, merci. Merci à vous.